Bien, ben Nora, bonjour. Ravi de te revoir en métropole. La dernière fois, c'était à Aix. On était avec Mathieu Langlois et on avait pu t'écouter sur ton expérience Shido. Et j'avais été passionné par l'intelligence de situation que tu avais dans un événement qui ne correspond pas très bien au cadre habituel. Et moi, quand j'ai entendu cyclone sur Mayotte, ça m'a fait penser tout de suite à Katrina, où l'amiral Tadalen a dit: quand je suis arrivé 8 jours après, la première chose que j'ai comprise, c'est qu'on n'avait rien compris. Et je me suis dit: oh attention, c'est pas un cyclone habituel, il faut réfléchir autrement. Et moi, ça m'avait passionné de t'écouter sur comment on réfléchit et surtout comment on fait autrement. Et donc moi, ce que j'aurais voulu voir avec toi dans ces quelques instants, c'est sur Shido quelques éléments de repérage qui t'apparaissent vraiment essentiels. Et si tu veux bien ensuite, j'aurais bien voulu passer à une deuxième phase. C'est-à-dire que Mayotte, c'est une situation très très compliquée, mais je pense qu'ici aussi, on va vivre des situations très compliquées. Donc quelque part, c'est un laboratoire pour nous aussi, pas forcément sur les éléments techniques spécifiques, mais sur la philosophie générale d'action lorsqu'on est sorti des cadres. Voilà, c'est ça. J'ai pas de questions très spécifiques, mais c'est juste t'écouter pour en tirer le maximum d'intelligence pour tous ceux qui ont à vivre des situations qui ne collent pas dans la case qu'il faut remplir. Voilà, je te laisse, je signale juste que tu es médecin-colonel sapeur-pompier pour le SDIS de Mayotte, et pour le reste, je te laisse préciser. Alors merci Patrick, merci pour ton invitation et vraiment ravi d'échanger avec toi sur cette thématique qu'est la gestion de crise et plus spécifiquement hors cadre, parce qu'on était vraiment hors cadre, hors plan. Mayotte, comme tu dis, est un territoire particulier, il est insulaire, il est tropical, il est loin de tout, il est gangréné par plusieurs crises et plusieurs situations qui font de ce terrain, de ce territoire, qui lui confèrent une fragilité qui ne concernerait aucun autre département français, même si je sais qu'au sein de l'Hexagone, il y a des petits Mayotte un peu à droite à gauche, de par la pénurie de plein de solutions qui pourraient intervenir dans une gestion de crise qui se fera hors plan et hors cadre. Mayotte, alors moi, pour revenir à moi, oui, je suis un petit médecin urgentiste avec une petite expérience dans la gestion de crise et une petite expérience dans Mayotte. Concernant Mayotte, vu que ça fait 4 ans que je suis sur le territoire, et avant d'être médecin sapeur-pompier, j'étais médecin SAMU, j'étais la chef du SAMU de Mayotte. Donc Mayotte, le territoire de Mayotte, l'offre de soins à Mayotte, l'appréhension des risques à Mayotte qui pourraient générer une situation, en tout cas sanitaire exceptionnelle, avec comment dire, un décalage ou une déstabilisation du système. On a essayé de réfléchir. On a réfléchi, on avait écrit même un plan cyclone, et on verra par la suite que ce plan cyclone, en fait, il fallait juste le mettre en dessous de plein de piles de bouquins, parce qu'en fait, il n'y avait rien qui collait à rien, il n'y avait rien qui cadrait avec rien. Mayotte, c'est de l'habitat insalubre, c'est de la tôle, c'est de la construction anarchique en flanc de colline, c'est de la terre meuble qui ne demande qu'à s'effondrer avec les averses soutenues. Et effectivement, dans les plans, on essaye d'imaginer que s'il y a un cyclone comme ça, et on avait été averti 48 heures à l'avance, donc on s'est préparé. Mais on s'est préparé dans le plan, en disant il va y avoir, on a fait les projections scientifiques comme on fait d'habitude, en fonction de la population, combien on va avoir d'urgence absolue, combien on va avoir de morts, combien on va avoir d'urgence relative. Et on a fait ces projections en se disant, on va préparer les contre-mesures pour prendre en charge, parce qu'on sait qu'il va venir, et on a su 12 heures à l'avance
qu'on sera dans l'œil du cyclone. Ça, c'était le préfet de Mayotte qui vraiment a réagi très très bien en demandant effectivement le confinement, l'ouverture des centres d'hébergement, même si la population savait qu'elle n'allait pas répondre massivement à ces demandes-là, mais ils se sont organisés. Mais nous, on s'est préparé aussi, on s'est préparé au damage control, on s'est préparé à recevoir, que ce soit au centre hospitalier, que ce soit les pompiers, et puis on a attendu le cyclone. Et ce cyclone, Mayotte n'a pas connu de cyclone vrai depuis 1918. Donc il n'y a pas de mémoire d'homme de prise en charge ou de gestion de cyclone. Il n'y a pas de préparation ni d'urbanisme dans ce sens-là. L'urbanisation est anarchique, enfin on connaît Mayotte. Arrive le cyclone, passe le cyclone. On a eu de la chance quelque part parce que ce cyclone, c'était un cyclone à vent, c'était pas un cyclone à pluie. Si ça avait été un cyclone à pluie, on aurait eu effectivement ces éboulements, peut-être des ensevelissements, peut-être plus de dégâts humains. Cyclone à vent, il passe, il a rasé, comme un rasoir, il a rasé la végétation, il a fait voler toutes les tôles, mais après on a cherché tout de suite, dans l'heure qui a suivi. On est sorti, on a cherché ces victimes, parce qu'on s'attendait à les voir par milliers. Il faut savoir qu'à Mayotte, il y a 275 000 personnes recensées par l'INSEE. Il faut juste rajouter le double en ESI, en situation, en étranger, en situation irrégulière. Donc en fait, c'est une population qu'on peut estimer autour de 500 000. Il n'y a pas eu cette projection. Donc déjà là, à ce moment-là, en post-crise immédiat, là on était hors cadre. Les plans, il n'y a pas de victimes qu'on allait prendre en charge, il n'y a pas de morts, on avait préparé des housses. Je sais que c'est macabre de dire ça, mais on avait préparé les housses mortuaires, on avait préparé de quoi prendre en charge la situation. Et en fait, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu ces victimes. Et là, moi je connais le territoire, on sait où sont les gens, on sait où sont les personnes qui seraient susceptibles d'être impactées. C'est là d'où sont venues les fameuses missions Aller Vers. Donc on n'a pas attendu, d'habitude, on allait attendre monter nos PMA, ouvrir nos PRV, préparer l'amont des urgences pour accueillir l'afflux. Mais là, il n'y avait pas. Donc en fait, il fallait qu'on aille voir ce qui se passe, où sont ces victimes et aller vers eux, aller les prendre en charge, parce qu'on savait qu'on allait se reprendre la vague dans l'autre sens. Et ça, c'est... en même temps, ça nous a fait agir en hors cadre, hors plan, mais en même temps, c'était pas plus mal pour nous, parce que l'insularité a fait que, premièrement, la piste de l'aéroport n'était plus praticable, la tour de contrôle était HS, donc tout ce qui n'avait pas été prépositionné avant, il fallait qu'on l'attende minimum 24 heures. Quelque part, on était hors cadre, mais en même temps, ça nous a donné un petit laps de temps qui nous a permis, même si on était nous-mêmes sidérés, parce qu'on était aussi sinistrés. Moi, j'ai perdu ma maison, non seulement on était sinistrés, mais en plus de ça, ça a fait Alors, je ne sais pas si dans Katrina, je ne pense pas parce que l'ouragan il y avait beaucoup de pluie. Je pense que c'était beaucoup plus impactant, moins de vent, mais beaucoup plus de pluie pour l'ouragan Katrina. Mais nous, ça a fait comme si c'était une parenthèse. Le vent s'est arrêté, la pluie n'est pas venue, et il y avait ce silence, cette sidération de partout. Et en fait, même l'appareil de l'État était atteint parce qu'il n'y avait plus de COD, il n'y avait plus de SAMU, il n'y avait plus de 18, tout était HS. Et le temps de reprendre le dessus, de réfléchir, de commencer à s'organiser, c'est ce laps de temps qui fait qu'on réfléchit hors cadre. Et comment on fait pour passer dans Aller Vers, qui était la clé de ton action? C'est facile à dire après, mais sur le moment, comment on fait on va les accueillir à non, on va aller vers. C'est ce renversement qui est toujours difficile. Katrina, ce qui était très difficile, c'est de comprendre que le problème c'était l'eau et pas le vent.
Bon. Oui. Et ceux qui ne l'ont pas compris, ben, ils se sont fait piéger. Et ici, comment tu arrives à penser, à formuler et acter le fait qu'il faut passer de je suis prêt à les accueillir, des hordes de gens, à non, non, c'est pas ça le sujet, et c'est même pas les victimes que j'attends, mais en plus elles vont pas venir. Oui. Comment on fait ce passage? Alors, il y a deux éléments qui ont fait qu'on a eu cette réflexion. C'est premièrement, tout de suite à 14 heures, le cyclone est passé, on est sorti. Le préfet a levé l'alerte violette et on est sorti les secours. On est allé dans ce qu'on appelle les bangas, les habitats anarchiques en flanc de collines qu'on voyait. Hein. De toutes les façons, on voyait que c'était que ça avait volé. Là, on voit une population sidérée, mais elle est là. Ils sont là. Ils sont silencieux, mais ils sont là. On pose la question, ils sont où les blessés, ils sont où les morts? Personne ne répond. Ils sont mutiques, silencieux. On a fait le tour des axes qui étaient ouverts, parce que tout n'était pas encore ouvert. Il fallait attendre l'arrivée de l'armée, des différentes équipes pompiers, USAR, ceux qui s'occupent d'ouvrir, de tronçonner, de dégager les axes principaux, même s'il y avait un prépositionnement d'un détachement de la Réunion, plus les Mahorais, on était à peu près à 70 PAX qui étaient capables d'aller agir, mais il fallait quand même attendre qu'ils puissent sortir avec leurs engins et aller commencer à ouvrir les axes. Mais nous, on a été juste en périphérie de Mamoudzou, donc qui est le chef-lieu de Mayotte, et là, on voit cette sidération. Il faut savoir aussi que moi, ça fait 4 ans que je suis à Mayotte. Je connais cette population. Je sais que c'est une population qui n'est pas comment dire, c'est pas une population qui va venir consulter spontanément. Ils attendent toujours la dernière minute pour venir. Même quand il y a pour simplement l'hypertension ou le diabète, ils vont venir une fois qu'ils sont au bout du bout. Donc c'est pour ça c'est des vrais, on dit à Mayotte, c'est des vraies urgences. Si on veut faire des vraies urgences, on ne vient pas pour de la bobologie. Et quand j'ai vu que l'hôpital était à 20% de sa capacité, il était complètement HS. Détruit, les urgences détruites, le SAMU n'avait plus rien, le bloc ça pleuvait dedans, la réanimation, tout s'est envolé, il n'y avait plus rien. Ils étaient à 20% de capacité. Et ça, les gens l'ont compris, ils l'ont entendu. Donc je me suis dit, les gens ne vont pas venir. Vont pas venir. On avait quelques renforts, donc on s'est organisé avec ces renforts pour commencer à aller les voir. On a pris les contre ce qu'on avait, comme ce qu'on avait préparé, comme contre-mesures, pansements, médicaments, et on est monté les voir. Mais on s'est heurté à une problématique. C'est qu'à Mayotte, comme j'ai dit que la majorité de la population sont des clandestins, entre guillemets, oui, c'est des séjours irréguliers, ils n'aiment pas les uniformes. Et comme nous, déjà les pompiers, on avait 3 uniformes différents. On avait l'uniforme pompier classique, on avait les unités les sapeurs sauveteurs de la sécurité civile qui sont des militaires habillés autrement, et on avait aussi d'autres militaires habillés en tenue de camouflage. Donc quand ils nous voyaient arriver, ça taillait un peu à droite à gauche. Ben, c'est ce qui fera que par la suite, quand l'escrime s'installera, il y aura et que le préfet s'est bien exprimé sur tous les moyens médiatiques pour dire qu'il n'y aura pas de contrôle, que c'est les soins qui vont primer, que ce n'est pas qu'on soignera tout le monde, quelle que soit la situation. Là, ils se sont rués vers cet hôpital de campagne. Mais avant, tout le monde est resté en arrière et cloîtré. C'est pour ça que le nombre de morts, je pense qu'on ne le saura jamais. Combien il y a eu de morts. Rajoutons à ça, les rites funéraires pour cette population qui est à 90% musulmane ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc ils enterrent, pas les mêmes en hexagone, ils enterrent dans les 24 heures. Donc leurs morts, ils les ont enterrés. Ils n'ont pas attendu qu'on vienne faire le certificat de décès pour qu'ils puissent les enterrer. Et ça aussi, c'est un aspect qui a fait que on n'a pas eu moi j'ai pas peur de le dire, hein, on n'a pas eu les vrais chiffres en victimologie. Après, effectivement que moi je l'aurais jamais écrit dans un plan, hein, le fait d'aller vers, parce qu'on a toujours dit, même sur du multiple victime ou du multiple site, on va faire des nids de victimes qu'on va ramasser et ramener à l'hôpital. C'est ça la doctrine.
Mais là, non, on savait pertinemment qu'on n'allait pas les ramener à l'hôpital. Et d'ailleurs, moi, j'étais pour qu'on ne les ramène pas à l'hôpital. L'hôpital était détruit. L'escrime n'était pas encore là, parce que tout le fret qu'on a connu, les infrastructures aéroportuaires, la taille des aéronefs posés ou pas posés, l'Antonov ne pouvait pas poser, donc c'était la A400M qui pouvait venir, mais il fallait fractionner l'hôpital modulaire pour pouvoir faire venir tout le module en même temps. Donc, du coup, oui, il faut les soigner, mais il faut les soigner chez eux. Oui, mais ce que je trouve compliqué, c'est tout à fait au début. Comment on formule l'idée on va aller vers? Comment on se pénètre cette idée alors que culturellement, on est habitué à autre chose. Oui. Et c'est dans toutes les crises aujourd'hui, on va avoir ce genre de basculement à faire. Oui. Avec ton équipe, comment tu leur dis, attendez, on efface tout, on recommence, ça ne va pas être ça, ça va être autre chose, on va aller vers, on ne va pas les attendre, voilà ce que ça veut dire, et c'est tout de suite, et c'est pas demain. Et... Alors j'ai rencontré des réticences de la part surtout des renforts, parce que ils n'ont pas l'habitude de ce territoire. Ils m'ont dit, mais comment on va aller faire pour travailler au contact. Au contact, exactement au contact. Je t'avoue que sur le coup, à l'instant T, je savais qu'on allait le faire, mais comment ça allait s'organiser sur le terrain exactement, c'est pour ça que je dis, moi j'avais pas de plan, je ne savais pas. Mais en arrivant, la population elle-même, ils nous ont dégagé des espaces. On s'est installé et on a monté des mini-dispensaires où sont eux-mêmes, comme ils avaient peur des uniformes, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'on n'était pas là pour les embêter. Et c'est de bouche à oreille, eux, ils ont commencé à organiser les flux des victimes, les familles de victimes. Oui. Ils ont organisé les norias de ramassage de leurs victimes pour nous les ramener sur les points où nous nous sommes installés. Il y a différents quartiers de Banga à Mayotte, avec différents noms, et tous les jours, on organisait, tu sais qu'on a eu des renforts de métropole. Des renforts, c'est les missions d'appui de la sécurité civile, la MASC, qui est venue gérer la crise à Mayotte. Donc nous, le SDIS de Mayotte, on nous a relégués à la gestion du quotidien, et normalement la MASC prenait en charge la gestion de crise. Sauf que nous, les territoriaux, on était obligés d'appuyer la MASC, donc gérer les gestionnaires de crise. Je le dis bien, hein, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il fallait gérer leur repas, il fallait gérer leur sommeil, il fallait gérer leur ravitaillement en eau, il fallait gérer leur ravitaillement en carburant, il fallait leur trouver où dormir. Et pendant la gestion de crise, qui s'est quand même prolongée dans le temps, il fallait aussi organiser les missions. Donc tous les jours, on faisait un tableau de où est-ce que vont les différentes équipes aller vers, quel coin. Et en fonction du climat sécuritaire aussi, si on sentait, en collaboration avec les différents services, l'interservice a très très bien marché. En fonction des remontées d'informations du terrain, des collègues policiers et gendarmes, on savait que cet endroit, demain, on ne pourra pas y aller. Mais on allait se redéployer sur d'autres zones. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, on a maillé le territoire avec ces unités d'aller vers, qui étaient composées de Mahorais, de renforts hexagonaux, et qui a vraiment super bien marché parce que pareil, la solidarité elle était et au sein des équipes de secours, elle était au sein de la population et au sein de l'interservice. Il y a eu une solidarité parce que quand le cyclone Chido est passé, Mayotte c'est grande terre et petite terre, il n'y avait plus de barges pour faire le lien, il n'en restait plus qu'une opérationnelle. Et même lors d'une visite d'une élue sur le territoire, il y a eu un accident entre deux barges. C'était, je pense, à un mois après la catastrophe, où ça nous a de nouveau remis le... Bon, ça n'a rien à voir avec l'élu, mais c'était la crise dans la crise.
Même cette solidarité interservice, elle s'est mise en place, mais de façon très spontanée. Les gendarmes qui mettaient leurs vecteurs maritimes au service des soignants, les pompiers, la police, enfin, vraiment, et cette gestion, ben, on ne l'écrit pas. Quand on écrit les plans, chacun écrit son plan dans son coin. Nous, quand on a écrit le plan cyclone, même si le préfet il écrit un hors-sec cyclone, mais les soignants vont écrire leur partie, la police va écrire son parti, les pompiers et les gendarmes vont écrire leur partie. Mais là, c'était vraiment, même Noël, on l'a passé ensemble. Il y avait tout le monde ensemble, tous les bleus, blancs, rouges, on était tous ensemble pour passer Noël parce que c'était la crise et il y avait cette solidarité qui liait tout le monde. Oui. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est comment on s'arrache d'une vision. Je me souviens de Katrina, on dit ben, les gens n'ont qu'à évacuer, je vais leur donner un ordre d'évacuation. Et c'est après la crise qu'on verra que les gens qui habitaient dans les zones les plus pauvres, ils évacuent pas. Il faut une carte Gold pour évacuer, ça coûte très cher. Oui. En plus, à la fin du mois, c'est-à-dire 4 jours après, il y avait les payes qui tombaient. Oui. Et puis, on a compris qu'en termes de sécurité, ils ne pouvaient pas sortir de leur biotope. Parce que c'est aller ailleurs. Enfin, je veux dire que la carte Gold, elle va aussi bien à Los Angeles qu'à Boston, ça ne lui pose aucun problème. Et quelqu'un qui n'a jamais quitté sa sphère de sécurité, il aura beaucoup de mal. Et tout ça, on ne le comprend qu'à la fin. Oui. Et donc, on est sur des logiques, bah, ils n'ont qu'à évacuer, ça ira, et puis on les remboursera. Non, mais ce n'est pas le sujet. Et là, tu dis, non, mais il va falloir faire avec eux. Et en plus, tu as des dynamiques émergentes qui viennent de la population. Et là, tu avais un moyen de les encourager, ces dynamiques émergentes, ou c'était pas la peine, ça marchait tout seul? Non, il fallait les encourager parce que effectivement, il y en avait qui étaient vraiment tapis, cachés. Parce que la préfecture a mis à disposition de la population des lieux d'hébergement. Et en fait, sur ces 500 000, il n'y a que 10 000 personnes qui ont été dans les lieux d'hébergement. Les autres ne se sont pas manifestés. Mais on a appris par la suite qu'il y avait eu une solidarité entre les citoyens, à tel point qu'il y avait des maisons où il y avait une centaine de personnes qui étaient confinées au même endroit. Mais ça, c'est pareil. Mais comme tu dis, ça peut revenir à la question de la carte Gold, mais c'est exactement la même chose. C'est des gens qui n'ont pas les moyens de quitter leur habitat parce qu'ils se sont embêtés à le construire, à le faire, à le gérer. Ils se disent, si je le quitte, j'y reviendrai plus. C'est terminé. Donc on va me parquer, on va me dégager. Et c'est pour ça que quand la crise a commencé à s'étendre dans le temps, on a eu les amputations, les gangrènes, toutes ces pathologies qui, si on les avait pris en charge tout de suite, s'ils étaient venus vers nous tout de suite quand on s'installait dans les bangas, on aurait pu faire quelque chose. Mais malgré le fait d'aller au contact, même toquer, des fois on sillonnait les bangas, même si on savait des fois que c'était un peu dangereux, parce que des fois on sentait un peu d'hostilité parce qu'ils ne voulaient pas qu'on rentre dans les entrailles de leur habitat, tout simplement parce que ces bangas, cet habitat précaire, avant était caché par la végétation. Oui. Comme le cyclone est passé, il a tout arraché, et là, on se retrouve mais avec des paysages de tôle, mais impressionnants. Même les Mahorais eux-mêmes, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait autant de clandestins installés dans les forêts tropicales. Et là, ils se sont retrouvés à nu. Dignité. Vous touchez ma dignité, là. Complètement. Donc, vous ne donnez pas en plus. Donc, ça pouvait des fois aller jusqu'au barrage humain. Non, c'est bon, là, ça s'arrête là. Restez là-bas, on va vous installer. Et c'est pour ça que ce sont eux qui nous ramenaient leurs blessés. Et tu avais des lieux où tu pouvais réfléchir sur cette distance à faire, ou bien on n'a pas le temps et ça se fait en émergence rapide? Ça se fait en émergence parce qu'en fait le territoire on ne le connaît pas vraiment.
C'est pas comme si on disait aux abords allez, je vais dire une bêtise, d'un Céveso seuil 2, seuil haut, on a déjà identifié les PRV, on a identifié le PMA, on a identifié tout ça, on sait où on va mettre, où on va s'installer pour travailler, même si je sais que ça peut aussi ne pas s'appliquer dans certaines circonstances. Alors que là, dans le plan cyclone qui a été rédigé en 2020 à Mayotte, on n'a pas identifié de vrai PRV, parce que de toutes les façons, c'est un événement climatique majeur on ne savait pas où ça allait taper ni comment. Donc forcément, les seuls endroits où on pouvait espérer qui allait tenir et pouvoir prendre en charge les victimes, ce sont les dispensaires et le centre hospitalier. Le centre hospitalier était à genoux et il restait les dispensaires. Certains ont tenu, il y en a 4 sur Mayotte, il y en a 3 qui ont vraiment bien tenu, même je dirais 4 parce qu'ils ont bien tenu, mais les gens ne venaient pas. Venaient pas. Donc même pendant la coupure, parce que pendant 2-3 jours, il y avait zéro communication entre les services de traitement de l'appel, que ce soit le 18 ou le 15, et les hôpitaux ou les centres de secours. Ils se sont autogérés. Donc ils se sont autodéclenchés sur du bouche à oreille, qui est un enseveli ou un AVP, ou pas forcément d'AVP, mais un accident de tronçonnage, ils s'autodéclenchaient, ils géraient, ils prenaient en charge et ils ramenaient au dispensaire. Donc ça a duré quand même 48 heures, ce qui n'arriverait pas en métropole. Donc, Alors, il y a une question que je me pose. Si je prends un autre exemple, qui est la grande tempête de glace au Canada en 98, pour la première fois, parce que ça c'est jamais arrivé, ils ont eu des Américains qui venaient les aider, alors que d'habitude c'est le Canada qui va aider les États-Unis. Et ils ont mis en place une équipe pour accueillir les Américains, pour leur montrer quelles étaient les techniques et les situations spécifiques, parce que c'est quand même dangereux, c'est l'électricité, pour les absorber dans leur situation. Et là, d'après ce que tu dis, c'est pas tout à fait ça. C'est pas les locaux qui prennent ce qui arrive pour les enclencher dans une dynamique locale, c'est plutôt l'extérieur qui arrive, vous qui n'avez pas forcément les manettes, et vous qui n'êtes pas en position d'accueil et de conseil et de renforcement. On est sur une autre logique. Tout à fait. Or, sur des choses hors plan, il est possible que ce schéma instinctif, ça ne fonctionne pas. Et qu'il faille compter beaucoup plus sur les sachants locaux pour donner de l'expertise à ceux qui arrivent, pour être capable de leur dire, bon, ça c'était intéressant, ça, oui, très bien, en théorie, oui, mais pas ici. Et puis voilà quelques idées nouvelles. Enfin, je ressens ça en repensant au Québec. Alors, après le cyclone, il y avait deux axes de travail prégnants qu'il fallait prendre en charge très rapidement. C'est le bâchage des établissements, l'appareil de l'État organisationnel, qu'il fallait qu'on remette en place les organes névralgiques. Et il y avait tout ce qui allait pouvoir par la suite faire la continuité de la vie, parce qu'on n'était pas loin de la rentrée scolaire, on n'était pas loin de revenir vers leur ravitaillement en alimentation, en eau. Donc il y a eu des expertises qui sont venues de l'Hexagone pour cet aspect-là, mais à côté, et c'est ce qui a duré dans le temps, parce que que ce soit les experts EDF, pour l'eau, effectivement, ces expertises ne sont pas sur Mayotte, même dans la vie courante, ils viennent de l'Hexagone, mais il y avait la prise en charge des victimes qui, elles, demandaient de l'expertise locale, rien que pour parler avec les gens. Si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas. Donc on est obligé de binômer avec des locaux. Donc effectivement, on peut dire oui, on a plus d'expertise,
on envoie. Mais je pense que Mayotte, je pense que c'est particulier parce que déjà dans la tête des décideurs, il n'y a pas de compétences sur place. Donc forcément, c'est à nous d'y aller et à nous de faire. D'ailleurs, on a été victime de ça. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Des crises, on en a géré. Mais on est allé dans cette réflexion. Ils ne pourront pas gérer. C'est nous qui venons de l'Hexagone qui allons gérer. Et d'ailleurs, même si je ne mets pas notre préfet dans ce move, parce que lui, il nous faisait confiance et il a continué à nous faire confiance. Pendant toute la gestion de la crise, il a su nous faire confiance et il savait qu'on était là. Ça me fait penser à un autre exemple. Moi, je ne connais pas Mayotte, donc je parle d'autres exemples de renversement. La commission d'enquête sur le World Trade Center a dit le 911 n'arrêtait le 112 en France n'arrêtait pas de dire ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, les pompiers vont arriver. Et dit c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait demander aux gens qui étaient dans les tours, qui étaient les experts de la tour, parce qu'eux ils savaient quels étaient les escaliers qui marchaient encore, leur prendre cette information et la redonner cette information. Donc ça c'était le rôle du 911. Mais c'est très compliqué pour des gens qui ont été habitués, qui ont même, c'est même formulé dans le vocabulaire, ne paniquez pas, ne bougez pas, ne faites rien, les pompiers vont arriver. Une fois qu'on a dit ça, on a fait son boulot. Alors il dit, mais encore une fois, comment on passe d'une logique tellement ingrained là, dans le cerveau à... Attendez, mais c'est pas le sujet là. Oui, tout à fait. Alors, comment tout simplement parce que, mais pareil, nous on aurait pu dire, moi avec mon passé de SAMU et les pompiers, j'aurais pu dire, j'étais au centre de traitement des appels, même s'il était tombé, on s'était délocalisé vers la Berce à l'extérieur. J'aurais pu dire, oui, je vais attendre que les appels rentrent et après on va sortir. Mais il y a un laps de temps très court qui nous fait nous rendre compte qu'en fait, c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'appel. C'est pas normal que les gens n'appellent pas. C'est pas parce qu'on avait des GSM, quand le système tombe, on a des procédures dégradées qui arrivent quand même, et puis les appels passés par la Réunion pour transiter sur les GSM de Mayotte. Il y a cette interopérabilité qui est installée entre les deux départements. Mais malgré ça, vu le flux d'appels, c'était pas normal que les gens n'appellent pas. Mais là encore, c'est très fort, parce que la logique habituelle où on se laisse porter par le flot, quand ils appelleront, on verra bien. Oui. Alors que là, toi, tu dis, attends, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. On devrait nous appeler, on ne nous appelle pas. Oui. Donc ça suppose qu'on réfléchisse là-dessus. Oui. Et ça me semble extrêmement critique dans une situation qui est hors cadre, c'est s'arrêter à chaque fois qu'il y a un signal qui va faible, mais aberrant. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui. Donc ça veut dire que tout le système de travail peut être changé. Et ça, c'est... Comment ça s'opère, ça? Il faut... Comment on détecte qu'il se passe quelque chose? Je pense que quand on est dans une crise, on est à l'affût du moindre élément qui va... Parce qu'on est aussi déstabilisé. Il y a plus, en fait, on se rend compte tout de suite que ce n'est pas le plan. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on avait prévu. Même moi, quand j'avais participé à la rédaction du plan cyclone, on a prépositionné des contre-mesures un peu partout. On a imaginé, même la vague submersion, on a imaginé plein de choses. Mais quand il passe et qu'on est devant, ça colle pas. Il y a un truc, ça colle pas. Ça colle pas. Donc on est sidéré, mais en même temps, on essaie de réfléchir parce qu'il faut qu'on agisse. On est là pour agir parce qu'on est prépositionné depuis quand même 48 heures. On est confiné à l'état-major. On attend. On attend le passage et on attend. On est comme si on les starting block pour aller chercher ces victimes, pour aller les soigner, pour aller les accueillir. Et en fait, ça passe, mais ils ne sont pas là. Et ça, c'est particulier. Hein. C'est la première fois de ma vie que je vois ça et je me dis, mais attends, ils sont où? Mais ce que je vois bien, c'est que avec les formations qu'on a, les entraînements qu'on a, les exercices que l'on a, la réaction spontanée, quand tu dis ça colle pas,
ce sera de te répondre en t'envoyant balader, ben, quand ça collera, on pourra faire. Oui, tout à fait. Et toi, au contraire, tu dis, stop, ça c'est critique, c'est important. Si ça ne colle pas, c'est qu'il n'y a rien qui colle. Tout à fait. Et on va reprendre à zéro à partir de ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit suffisamment entraîné pour accepter quelqu'un qui dise ça ne colle pas. Oui, je pense qu'il faut qu'on soit suffisamment entraîné, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on ait au-dessus de nous des gens qui écoutent. Parce qu'effectivement, j'aurais pu me heurter à un directeur qui va me dire non, non, tu n'y vas pas. Hein. On va attendre qu'ils appellent ou on va attendre qu'ils arrivent. Ou... Non, ben, j'ai dit non, on va y aller. Ok, ben, on y va. Et on a été. Et après, tout le monde a suivi, les renforts qui étaient là. On s'est organisé, on a organisé les maraudes, les équipes, on les a maillés avec les locaux, on les a bien tracés pour savoir qui est qui, où ils vont, pour pas perdre, parce qu'on était quand même encore dans l'incertitude. Il ne faut pas qu'on perde des équipes, il ne faut pas qu'on se fasse agresser, il fallait organiser leur gestion en eau, en ration de combat. Enfin, tous les matins, c'était ce briefing pour partir. Et on partait comme si on partait en campagne. Alors qu'on était, normalement, on était censé être derrière nos murs et attendre que les gens viennent à nous, que les victimes viennent à nous. Mais ce que je vois, c'est que dans les formations qu'on fait, j'allais dire, y compris, peut-être même surtout en gestion de crise, où l'important c'est de donner des outils pour répondre. Oui. Comment on peut entraîner les gens, non pas à aller plus vite pour mobiliser les moyens prévus et se coordonner et communiquer là-dessus, mais pour être capable de se dire, ça ne colle pas, maintenant stop, on réfléchit. Or, dans nos formations, c'est très minoré ça. Et quand je le vois, et même quand c'est affiché comme étant le but de la formation, la tendance c'est de dire, bah, arrêtez, allons vite sur des logiques opérationnelles qu'on connaît. Alors ça pourrait coller avec ce qu'on fait dans les COD, quand on fait les petits stops, où on reprend sur le tableau tout ce qu'on a fait et où est-ce qu'on veut aller, ben, toutes les situations tactiques, toutes les méthodes. Mais ça, tout ça, je pense que ça devrait être systématique dans la gestion de crise et l'organiser de cette façon-là et dire stop. Là, il va falloir qu'on se recentre sur la mission et voir où est-ce qu'on va. Mais ça, on ne le fait pas, effectivement. Moi, je vois de par mon expérience, quand on commençait, même en exercice, la gestion d'une crise avec un afflux massif ou pas de victimes, une fois qu'on était lancé, on ne s'arrêtait plus jusqu'au débriefing. Et là, c'est parti, tchac, 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 tchac. Ce qui n'est... Le fait de s'arrêter ou de vraiment s'autoriser, le fait de s'arrêter, parce que des fois on ne s'autorise pas, parce qu'on se dit attends, il ne faut pas que je m'arrête, il faut qu'on y aille. S'autoriser le fait de s'arrêter, faire un arrêt sur image et dire attends, je reprends depuis le début, qu'est-ce qui colle pas, je pense que ça il faut qu'il l'imprime dans les formations. Et je pense que ça suppose qu'il y ait un design organisationnel, c'est-à-dire qu'une personne, une petite équipe, si on a vraiment beaucoup de monde, qui soit en charge de ça, pour détecter la chose. Je me rappelle un exercice nucléaire, à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est très bien tout ce que vous faites, mais toute la cellule de crise est dans le nuage en ce moment. Donc ça pose un problème. La réaction, c'est de dire, ben, comme on est cellule de crise, on est automatiquement protégé du nuage. Mais non, attendez, vous êtes dedans. Et à ce moment-là, tous les gens étaient hagards, parce que c'est pas possible que la crise n'ait pas respecté la cellule. Et là, je pense que s'il y avait une fonction d'observateur stratégique qui dit attendez, là je le sens pas, là il se passe quelque chose. Et là il y a 3-4 opérationnels qui ont dit des choses qui étaient hors cadre et personne ne les a entendus. Ouais, on a beaucoup de postes effectivement dans la gestion de crise. Et d'ailleurs, je vais parler du domaine que je connais, que ce soit chez les pompiers, on a le COS, on a le DSM, on a les chefs de groupe, on a les chefs de site, mais on a qui vont être déployés. Mais on n'a pas effectivement cet élément observationnel qui va prendre de la hauteur et dire attends, là on va reprendre parce que c'est pas comme ça. Parce que les signaux ne sont pas les bons, ou j'ai capté un autre signal qui va me faire changer de tactique, me faire changer de stratégie. Et c'est vrai que ça, cette fonction, elle n'existe pas. Je me rappelle le World Trade Center, oui. Tous les pompiers montent avec 50 kg de matériel.
pour éteindre un feu qui ne pourra pas être éteint. Ouais. Donc la représentation mentale, c'est un feu de poubelle, J'y vais. ça ne peut pas descendre et monter d'un étage, et donc je vais éteindre le feu. Mais ce n'est pas un feu. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose Ouais. qui ne correspond à rien, Ouais. et qui est de prévu, quoi. Oui, tout à fait. Et donc d'avoir cette fonction de recul, Oui, ça je pense que vraiment c'est une fonction qui devrait être pensée dans la gestion de crise. Elle a greffé dans tous les organes de gestion de crise. Cette fonction-là, je ne sais pas comment, ça fera partie je pense, de tes prochains écrits sur comment effectivement agir hors plan. Mais pour agir hors plan, il faut savoir en sortir. Pour en sortir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous en sorte. et c'est très inquiétant. Parce que la situation de crise fait que On est les batteries de réponse, c'est Ouais. quand même plus sympa Ouais. que de se dire, attendez, si c'était pas le seul sujet. Ouais. Ça Voilà. nous rassure, c'est un objet contraphobique, un plan. Mm. Parce que j'ai le plan. Oui. Je vais l'appliquer. Mm. Et ça me permet de rester dedans et ça me rassure. Mm. Ça me rassure parce que je sais que je vais suivre ça. Alors que si on part comme ça dans l'inconnu fait peur, effectivement. Mais après, l'inconnu, ça permet de réfléchir et de sortir des sentiers battus. De toutes les façons, sur un territoire inconnu, hostile, une situation qu'on ne connaît pas, c'est la réflexion rapide, c'est la gestion de cette réflexion, mais en dehors de tout ce qu'on a pu imaginer. Et ça, ça s'entraîne, ça aussi. Ça vient pas comme ça. Hein. C'est compliqué, mais il faut oser le faire. Oui. Et là, la question, c'est, attends, mais ces victimes-là, elles respectent même pas le plan. Oui, c'est vrai, elles viennent pas. Elles viennent pas. C'est bizarre. Oui. Donc du coup, faut qu'on revoie notre copie et il faut aller vers elle. C'est vrai que c'est particulier, ça nous permet de réfléchir sur, même si on n'a pas 36 000 victimes, qu'une seule victime qui finalement n'évolue pas comme on le prévoyait, parce qu'en fait on partait sur un infarctus, mais finalement ce n'en est pas un, c'est autre chose. Il faut savoir se dire, attends, ça colle pas du tout avec ce que j'ai lu, les pratiques, les protocoles. C'est qui se passe. Je me souviens toujours d'un patient, j'arrive chez lui, il avait une douleur à la poitrine, mais typique de l'infarctus. Mais typique. Je fais l'électrocardiogramme, typique de l'infarctus. La prise en charge, on la connaît, je l'applique et je lui mets les antalgiques, la morphine, qui normalement sur un infarctus, un vrai, elle fonctionne. Les gens ont moins mal. Les vasodilatateurs et les gens ont moins mal. Je lui mets les médicaments qu'on a qui normalement résolvent et ça ne résout pas, il continue à avoir mal. Mais vraiment une douleur typique. Et là je me suis dit non. Même si j'ai cet électrocardiogramme typique, il se passe quelque chose d'anormal. Et il fallait faire un choix entre deux plateaux techniques. Un où on pouvait prendre en charge que l'infarctus et l'autre où on avait la chirurgie cardiaque et vasculaire parce qu'on pouvait prendre en charge les dissections aortiques. Mais c'était une dissection aortique parce que ça ne répondait pas à ce qu'on faisait habituellement. Et c'est là où il faut se dire, attends, si je suis devant cette situation qui finalement, elle est écrite, c'est confortable, hein, je peux aller, voilà, et le problème est réglé, mais je l'aurais condamné si je l'avais emmené sur l'autre plateau technique. Donc, en fait, c'est savoir se remettre en question et réfléchir hors cadre, et réfléchir hors plan, hors protocole. Les protocoles sont là pour nous rassurer, sont là pour... La crise n'est pas la convocation des réponses, mais la convocation des questions. Oui.